Traduis cela et je te donne 1 million d'euros, dit le millionnaire en riant. Les cadres éclatèrent de rire, mais quand la fillette ouvrit la bouche, le rire se figea sur leur visage. La tour du bois s'élevait au-dessus de Paris comme un monument au pouvoir, 60 étages de verre et d'acier qui reflétaient les nuages, construits avec la sueur de milliers de travailleurs qui ne fouleraient jamais leurs bureaux principaux. Au dernier étage, où l'air semblait plus exclusif et les tapis coûtaient plus cher que des maisons entières, une scène qui allait changer des destins pour toujours se déroulait. Lucie Moreau avait les mains glacées, non pas à cause de la climatisation qui maintenait la salle de réunion à une température parfaite, mais à cause de la terreur qui parcourait chacune de ses veines. Elle se tenait au milieu d'une pièce pleine de gens qui la regardaient comme si elle était une tache sur leurs chaussures italiennes. Sa mère, Renée, l'avait emmenée ce jour-là, car personne ne pouvait la garder. C'était un jour férié scolaire et les options étaient de l'amener au travail ou de la laisser seule dans le petit appartement qu'elle partageait. Renée avait choisi ce qu'elle croyait être le plus sûr, comme elle s'était trompée. Et c'est quoi ça? La voix de Maximilien Dubois coupa le silence comme un couteau rouillé. Le PDG de Dubois International Holdings était un homme qui avait bâti son empire sur le dos des autres. Son costume coûtait ce que Renée gagnait en 1 an, sa montre, ce qu'elle gagnerait en 5. Mais la chose la plus chère qu'il possédait était son mépris pour quiconque qu'il considérait inférieur. Et pour Maximilien Dubois, presque tout le monde était inférieur. « Monsieur Dubois, je vous prie de m'excuser. » Renée fit un pas en avant, sa voix tremblante. « Ma fille n'avait nulle part où aller aujourd'hui. Elle restera silencieuse dans la cuisine. Elle ne dérangera personne, je vous le promets. La cuisine. » Dubois haussa un sourcil, regardant Lucie de haut en bas avec une grimace de dégoût à peine dissimulée. « Votre fille, vous l'avez amenée dans mon entreprise comme si c'était une crèche. » Les cadres autour de la table commencèrent à murmurer. Sébastien Martin, l'avocat d'entreprise et bras droit de Dubois, sourit avec cette expression de satisfaction que seuls les lâches affichent lorsqu'une personne plus puissante humilie les faibles. « Monsieur, commença Renée. « Silence. » Dubois leva une main. Ses yeux ne quittaient pas Lucie. « Approche, petite. » Lucie regarda sa mère. Elle vit la peur dans ses yeux, la supplication silencieuse d'obéir sans causer de problème. Renée avait travaillé dans cette entreprise pendant des années. Elle nettoyait les sols que d'autres salissaient, rangeait les bureaux que d'autres désordonnaient. Elle subissait des humiliations que d'autres n'auraient jamais imaginées. Tout cela pour donner à sa fille une vie meilleure. Appalant, Lucie marcha vers le centre de la pièce. Les murs de verre montraient la ville en bas, petite et insignifiante. La table de réunion brillait sous les lumières, si polie que Lucie pouvait voir son propre reflet. Une fillette en uniforme scolaire, un sac à dos bleu accroché à une épaule, complètement déplacée dans ce temple du pouvoir corporatif. « Comment t'appelles-tu » demanda Dubois en se penchant en avant sur sa chaise en cuir. « Lucie, monsieur. »« Lucie » répéta-t-il, savourant le nom comme s'il était amer. « Dis-moi, Lucie, que fait ta mère ici ?» La question était un piège. Lucie le savait. Toute réponse serait utilisée comme une arme. « Elle travaille, monsieur, » répondit-elle doucement. « Elle travaille. » Dubois laissa échapper un petit rire. « Vous appelez ça travailler, nettoyer les toilettes que nous utilisons, ramasser les ordures que nous produisons ?» Certains cadres rirent, d'autres détournèrent le regard, mal à l'aise, mais sans le courage d'intervenir. « C'est un travail honnête, monsieur, » dit Lucie, et quelque chose dans sa voix fit cesser les rires. Dubois plissa les yeux. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui réponde. Encore moins, une fillette, la fille de son employé de nettoyage. Un travail honnête. Il se leva. Sa taille imposante projetait une ombre sur Lucie. « Votre mère gagne en 1 mois ce que je dépense en un dîner, et vous venez ici me donner des leçons d'honnêteté. Maximilien. » Une voix féminine intervint de l'autre côté de la table. C'était Hélène Delacroix, l'investisseuse française venue négocier un accord de plusieurs millions d'euros. « Nous devrions être poursuivre la réunion. Les documents peuvent attendre. » Dubois ne quitta pas Lucie des yeux. Il avait trouvé un nouveau divertissement. « Dis-moi, petite studieuse, à quel point es-tu intelligente? As-tu de bonnes notes dans ta petite école de quartier ?» Lucie ne répondit pas. Elle garda les yeux baissés comme sa mère lui avait appris. « Ne cause pas de problème. N'attire pas l'attention. Survisse. Je t'ai posé une question. » La voix de Dubois se durcit. « Oui, monsieur. J'ai de bonnes notes. Dans quelle matière ? » « Dans toutes, monsieur. » Un autre rire parcourut la salle. Sébastien Martin se pencha en avant, ses yeux brillants de malice. « Dans toutes, même en langue ?» demanda l'avocat. « Oui, monsieur. Et quelle langue parles-tu, petit génie ?» Dubois croisa les bras, son sourire s'élargissant. Lucie hésita. Elle savait que tout ce qu'elle dirait serait moqué, mais elle savait aussi que mentir était pire. Sa mère lui avait aussi appris cela. La vérité, même si elle blesse, est toujours meilleure que le mensonge. Espagnol, anglais, français,
allemand et arabe, monsieur. Le silence qui suivit fut absolu. Et puis Maximilien Dubois fit quelque chose que personne n'attendait. Il rejeta la tête en arrière et éclata d'un rire si retentissant qu'il fit vibrer les fenêtres. Un rire qui contenait tout son mépris, toute son incrédulité, tout son dédain envers cette fillette qui osait affirmer quelque chose d'aussi absurde. « 5 langues !» s'exclama-t-il en riant. « La fille de la femme de ménage parle 5 langues !» Les cadres se joignirent au rire. Il était plus facile de rire avec le patron que de rester silencieux. Il était plus sûr d'être complice que neutre. René voulut courir vers sa fille, mais ses pieds étaient cloués au sol. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. Pas ici, pas maintenant. Monsieur Dubois, Hélène Delacroix parla de nouveau, cette fois d'un ton plus ferme. Je crois que cela suffit. Mais Dubois n'avait pas fini. Il eut une idée qui lui sembla brillante dans sa cruauté. Il s'approcha de la table et prit une liasse de documents. C'étaient les contrats pour la négociation internationale qui devaient avoir lieu cet après-midi. Des documents en 5 langues différentes, préparés par des traducteurs professionnels qui gagnaient des fortunes pour leur travail. Très bien, petite polyglotte. Dubois s'approcha de Lucie, agitant les papiers devant son visage. Je te propose un marché. Maximilien, commença Hélène. Silence, ordonna-t-il sans la regarder. Ses yeux étaient fixés sur Lucie comme un prédateur observant sa proie. Je te donne 1 million d'euros si tu traduis ça. La salle fut sous le choc. 1 million d'euros à une enfant. Sébastien Martin sourit largement. Il comprenait parfaitement ce que son patron faisait. C'était une humiliation parfaite. La fillette ne pourrait rien traduire. Elle serait ridiculisée et sa mère apprendrait la leçon de ne plus jamais amener de problème au bureau. Voici des documents en anglais, français, allemand, arabe et japonais, continua Dubois. Si tu peux les lire et les... 1 million d'euros maintenant même, devant tout le monde. C'est injuste. René retrouva enfin sa voix. C'est juste une enfant. Une enfant qui prétend parler 5 langues, Dubois ne la regarda même pas. N'est-ce pas, Lucie? Ou mentais-tu? Lucie leva les yeux pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette pièce. Ses yeux rencontrèrent ceux de Dubois. En eux, il n'y avait pas de peur, pas de honte. Il y avait quelque chose que le PDG n'avait pas vu depuis longtemps. Il y avait du feu. Je ne mentais pas, monsieur, dit Lucie, sa voix claire et ferme. Mais vous avez mentionné le japonais. J'ai dit que je parlais arabe, pas japonais. Le sourire de Dubois hésita une seconde. Alors je suppose que tu perds par défaut. Quel dommage. Mais je peux essayer quand même. Lucie tendit la main. Donnez-moi les documents. Un murmure parcourut la salle. Personne ne s'attendait à cela. Tous attendaient des larmes, des excuses, une humiliation complète. Pas une fillette tendant la main avec la même autorité qu'un cadre concluant un accord. Dubois hésita, pour la première fois dans la conversation. Il semblait incertain de la marche à suivre, mais son orgueil était plus grand que sa prudence. Comme tu veux. Il lui tendit les documents avec un sourire dédaigneux. Tu as 5 minutes. Lucie prit les papiers. Ses mains ne tremblaient plus. Quelque chose avait changé en elle, ou peu, être quelque chose qui avait toujours été là s'était-il enfin éveillé. Elle regarda le premier document. Il était en anglais. C'était un contrat d'investissement avec des clauses complexes sur les pourcentages de participation et les garanties financières. Elle commença à lire à voix haute. Au début, personne n'y prêta vraiment attention. Il s'attendait à ce qu'elle balbutie, qu'elle se trompe, qu'elle démontre la farce que tous croyaient qu'elle était. Mais alors les mots commencèrent à couler. Lucie ne lisait pas seulement. Elle traduisait simultanément en français, expliquant le sens de chaque clause avec une précision qui fit se pencher en avant Hélène Delacroix sur son siège. « Attendez !» L'investisseuse française interrompit. « Qu'avez-vous dit à propos de la clause de résiliation, Lucie ?» Lucie répéta la traduction, ajoutant un contexte juridique que même les avocats présents n'avaient pas considéré. Le deuxième document était en français. Lucie le prit et, regardant directement Hélène, commença à lire dans un français parisien parfait. Hélène Delacroix pâlit. « Sa prononciation, murmura-t-elle dans sa langue maternelle, est impeccable. » Lucie sourit légèrement et continua la traduction en français. Le troisième document était en allemand. C'était un rapport technique sur les virements bancaires internationaux. Lucie le lut avec la même fluidité, son accent si parfait que Karl Steiner, le banquier allemand présent en tant que consultant, retira ses lunettes pour mieux la regarder. « Où avez-vous appris l'allemand » demanda-t-il dans sa langue. « Ma voisine était allemande, monsieur », répondit Lucie, également en allemand. « Elle m'a appris depuis que j'étais toute petite. Elle disait que les mots sont des ponts entre les mondes. » Le quatrième document était en arabe. C'était une lettre d'intention d'Omar Ben Ali, l'homme d'affaires qui négocierait par vidéoconférence cet après-midi. Lucie prit le papier et commença à lire les caractères arabes de droite à gauche, sa voix adoptant la cadence particulière de cette langue ancienne. Omar Ben Ali,
qui était connecté par vidéoconférence pour observer la réunion préliminaire, se leva de son siège dans son bureau à des milliers de kilomètres. « Qui est cette fillette » demanda-t-il en arabe. « La fille de la femme de ménage » répondit Lucie dans la même langue sans quitter le document des yeux. « Et votre lettre est très bien écrite, monsieur Ben Ali, surtout le paragraphe sur l'importance de la confiance dans les affaires. » La salle était dans un silence complet. Maximilien Dubois avait cessé de sourire. Son visage s'était transformé en un masque d'incrédulité qui lentement se teignait de quelque chose de plus dangereux. Humiliation. Il ne restait qu'un document. Celui qui était en japonais, la langue que Lucie avait admis ne pas connaître. Dubois vit son opportunité. « Le dernier », dit-il, retrouvant une partie de son sang-froid. « Japonais, tu as dit que tu ne le parlais pas. Je suppose que ton petit numéro se termine là. » Lucie regarda le document. Les caractères japonais la regardaient en retour comme une énigme impossible. Elle sentit le poids de tous les regards sur elle. Elle sentit l'espoir de sa mère. Elle sentit le mépris de Dubois. Elle sentit l'étonnement des investisseurs internationaux, et alors elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle marcha vers l'endroit où Yumi Nakamura, l'exécutif japonais, était assise. Elle s'inclina respectueusement, comme elle l'avait vu faire dans des vidéos éducatives, et parla. « Nakamura-san, je ne parle pas japonais, mais j'ai étudié la culture de votre pays pendant des années. Je sais qu'au Japon, admettre ce que l'on ne sait pas est aussi important que de montrer ce que l'on sait. Je vous demande humblement de m'enseigner à lire ce document. Pas aujourd'hui, mais un jour. » Le silence qui suivit fut différent de tous les précédents. Yumi Nakamura se leva lentement. Ses yeux brillaient d'une émotion qui aurait pu être de l'admiration, ou peut être quelque chose de plus profond. « Au Japon, dit-elle en français avec un léger accent, nous avons un mot, gambaru. Cela signifie faire de son mieux, ne jamais abandonner, tout donner de soi, même si le résultat est incertain. » Elle regarda Dubois avec une expression qui fit reculer le PDG d'un pas. « Cette fillette vient de montrer plus de gambaru que n'importe quel cadre que j'ai connu en 20 ans d'affaires. » Hélène Delacroix se leva également. « Je suis entièrement d'accord. Ce que je viens de voir est extraordinaire. » Karl Steiner hocha la tête. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Omar Ben Ali de Bougois-l'Écran parla en français d'une voix grave. « Monsieur Dubois, vous avez promis 1 million d'euros. » La fillette a traduit 4 documents sur 5 parfaitement. Je dirais qu'elle a largement rempli son contrat. Dubois regarda autour de lui. Les alliés qu'il espérait avoir s'étaient retournés contre lui. L'humiliation qu'il avait prévue pour une enfant retombait maintenant sur ses propres épaules. C'est ridicule. Sa voix tremblait de fureur contenue. C'était une blague. Évidemment, je ne vais pas donner 1 million d'euros à une morveuse. Une blague, répéta Hélène Delacroix lentement. Humilier une enfant devant des investisseurs internationaux vous semble amusant, monsieur Dubois? C'est mon entreprise, Dubois frappa la table. Je décide ce qui est amusant et ce qui ne l'est pas. Sébastien Martin tenta d'intervenir. Nous devrions prendre une pause. Personne n'a demandé ton avis, Dubois cria à son propre avocat. Lucie restait debout au centre de la salle, tenant les documents contre sa poitrine. Elle regardait sa mère, qui pleurait silencieusement près de la porte. Des larmes de fierté mêlées à la peur de ce qui allait suivre, car elles connaissaient toutes les deux la vérité. Dubois ne pardonnerait pas cette humiliation. Peu importait ce que les investisseurs pensaient, peu importait ce qui était juste ou équitable, la vengeance viendrait. Ce n'était qu'une question de temps, mais à ce moment-là, alors que le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres et baignait la salle d'une lumière dorée, Lucie Moreau avait accompli quelque chose que personne ne croyait possible. Elle avait fait trembler un géant, et cela, bien qu'elle ne le sût pas encore, n'était que le début, car quelque part dans cette tour de verre et d'acier, quelqu'un d'autre avait observé, quelqu'un qui connaissait des secrets qui changeraient tout, et ce quelqu'un venait de trouver exactement ce qu'il cherchait depuis des années. Les conséquences arrivèrent plus vite que René ne l'avait craint. Ce soir-là même, alors que mère et fille marchaient vers leur petit appartement de banlieue, le téléphone de René sonna. Le numéro était celui de l'entreprise. Son cœur s'arrêta avant de répondre. « Madame Moreau ». La voix à l'autre bout était froide, professionnelle. « Ici les ressources humaines. Nous vous informons que vos services ne seront plus requis chez Dubois International Holdings. Vous pouvez venir demain récupérer votre solde de tout compte. » L'appel fut coupé avant que René ne puisse répondre. Lucie observa le visage de sa mère s'effondrer, les larmes commençaient à couler, ses épaules s'affaissaient sous un poids invisible mais écrasant. « Maman », Lucie tendit la main. « Ne dis rien », murmura René. « S'il te plaît, pas maintenant. » Elles firent le reste du trajet en silence. Un silence qui pesait plus que n'importe quel mot. Lucie sentait le nœud dans sa gorge grossir à chaque pas. Elle avait causé cela. Son moment de courage avait détruit la seule source de revenus de sa famille. L'appartement les accueillit avec son obscurité habituelle. René n'alluma pas les lumières, s'assit sur l'unique chaise de la salle à manger
et laissa tomber sa tête entre ses mains. « 15 ans, murmura-t-elle. 15 ans à travailler là, bas, à tout supporter. Et en un jour, tout est fini. Maman, je ne voulais pas. Je sais que tu ne voulais pas. » René éleva la voix pour la première fois. Ses yeux brillaient de larmes et d'autres choses. Quelque chose que Lucie n'avait jamais vu en elle, du désespoir. « Mais maintenant, nous n'avons plus rien, Lucie, tu comprends? Rien. Le loyer est dû dans 2 semaines. Je n'ai pas d'économie. Je n'ai pas d'autre travail qui m'attende. Que allons-nous faire ?» Lucie n'avait pas de réponse. Elle resta immobile au milieu de la petite pièce, sentant chaque mot de sa mère s'enfoncer dans sa poitrine comme des aiguilles de glace. « J'aurais dû me taire, » dit-elle finalement. « J'aurais dû le laisser se moquer de moi, et c'est tout. » René respira profondément, essayant de retrouver son calme. « Non, ma fille, ce que tu as fait était courageux, c'était incroyable. Mais dans ce monde, les courageux ne gagnent pas toujours. Parfois, les puissants écrasent simplement ceux qui osent les défier. Ce n'est pas juste. Non, ce ne l'est pas. » Le silence revint, plus lourd qu'avant. Lucie s'approcha de sa mère et la serra dans ses bras. René sanglota contre l'épaule de sa fille, laissant échapper toute la peur et la frustration qu'elle avait contenue pendant des heures, pendant des années, si elle était honnête. « Nous allons trouver une solution, » murmura Lucie. « Je ne sais pas comment, mais nous le ferons. Je te le promets. » René ne répondit pas, elle continua juste à pleurer. Les jours suivants furent les plus difficiles dont Lucie se souvenait. René sortait chaque matin avant l'aube, cherchant du travail partout où elle serait acceptée, restaurant, magasin, bureau de nettoyage. Mais chaque porte se fermait avec la même réponse. « Pas de postes vacantes ». Ce que René ne savait pas, c'est que Maximilien Dubois avait passé des appels. Il avait utilisé son influence pour s'assurer qu'aucune entreprise de Paris ne recruterait la femme qui avait élevé la fillette qu'il avait humiliée. C'était sa forme de vengeance, silencieuse, efficace, impitoyable. Lucie continuait d'aller à l'école, mais son esprit était ailleurs. Elle regardait par la fenêtre pendant les cours, pensant à sa mère marchant sous le soleil, frappant à des portes qui ne s'ouvraient jamais. « Lucie Moreau, faites-vous attention ?» La voix de la maîtresse la sortit de ses pensées. Tous les yeux de la classe étaient sur elle. « Oui, professeur, je suis désolé. Alors, pouvez-vous me donner la réponse à la question que je viens de poser ?» Lucie n'avait aucune idée de la question, mais son esprit travaillait vite. Elle regarda le tableau, vit les nombres de l'équation mathématique, et en quelques secondes calcula la réponse. 42, professeur. La maîtresse cligna des yeux, surprise. Correct, mais essayez d'être plus présente en classe, mademoiselle Moreau. Lucie hocha la tête, mais son esprit avait déjà recommencé à divaguer. Elle devait trouver un moyen d'aider sa mère. Elle devait réparer ce qu'elle avait causé. 1 semaine après le licenciement, la situation était critique. Le réfrigérateur était presque vide. Les factures s'accumulaient impayées, et René avait commencé à tousser. Un son profond et inquiétant qui empirait chaque nuit. « C'est juste un rhume », disait-elle quand Lucie lui demandait. « Ne t'inquiète pas. » Mais Lucie s'inquiétait. Elle voyait sa mère s'affaiblir, les cernes s'agrandir, et chaque jour qui passait sans travail lui volait un peu plus d'espoir. C'est alors que Lucie prit une décision. Elle attendit que sa mère s'endorme et alluma le vieil ordinateur qu'elle possédait. La connexion Internet était lente, mais elle fonctionnait. Elle commença à chercher des emplois de traduction en ligne, des services où les gens payaient pour des traductions de documents. Elle n'avait pas de certificat, pas de diplôme, rien d'autre que ses langues et sa détermination. Elle créa un compte sous un faux nom. Elle ne pouvait pas utiliser le sien. Elle était mineure, et les règles ne l'autorisaient pas à travailler. Mais les règles ne nourrissaient pas sa mère. Les règles ne payaient pas le loyer. Son premier travail fut petit, traduire un menu de restaurant de l'espagnol vers l'anglais. Elle gagna à peine quelques centimes, mais Lucie le fit avec la même dévotion qu'elle avait mise dans la salle de réunion de Dubois. Lorsque le client laissa un avis positif, quelque chose changea. D'autres clients commencèrent à la contacter. Des documents juridiques, des lettres commerciales, des emails importants, chaque travail était plus complexe que le précédent, mais Lucie ne s'arrêta pas. Elle travaillait jusqu'à l'aube pendant que sa mère dormait. Elle se levait tôt pour aller à l'école. Elle dormait à peine quelques heures, mais chaque centime qu'elle gagnait allait directement sur un compte qu'elle avait réussi à ouvrir avec des documents empruntés à un voisin majeur qui devait des faveurs à sa mère. Des semaines passèrent, René remarquait des changements qu'elle ne pouvait expliquer. Le réfrigérateur contenait de la nourriture, les factures semblaient payées, mais quand elle demandait, Lucie disait seulement qu'elle avait trouvé des pièces dans la rue ou qu'une voisine leur avait donné des provisions. « Lucie », René l'affronta un soir, « j'ai besoin que tu me dises la vérité. D'où vient l'argent ?» Lucie hésita. Elle détestait mentir à sa mère, mais elle savait aussi que si elle lui disait la vérité, René lui interdirait de continuer. Et alors, que mangerait-elle ? « Je fais de petits travaux, » dit-elle finalement, en aidant des camarades avec leurs devoirs. « Rien de mal, maman, je te le promets. »
René la regarda longuement. Ses yeux de mère savaient qu'il y avait plus, mais il savait aussi que sa fille essayait d'aider de la seule façon qu'elle connaissait. « Promets-moi que tu ne fais rien de dangereux. Je te le promets. » C'était une promesse à moitié tenue. Travailler jusqu'à l'épuisement était dangereux. Falsifier son âge pour travailler était illégal. Mais Lucie se convainquit que c'était nécessaire, que la fin justifiait les moyens. Comme elle s'était trompée, l'appel arriva 1 mois après le licenciement. Lucie était en classe lorsque la directrice entra dans la salle avec une expression grave. « Lucie Moreau, j'ai besoin que vous veniez avec moi. » Les murmures remplirent la salle de classe tandis que Lucie se levait. Elle marcha derrière la directrice le long de couloirs qui semblaient soudain plus longs, plus menaçants. Dans le bureau de la directrice, 2 personnes attendaient, un homme et une femme, tous 2 avec des expressions professionnelles qui ne révélaient rien. « Lucie, ce sont des services de protection de l'enfance, » expliqua la directrice. « Ils ont quelques questions pour vous. » Non, le cœur de Lucie se serra. « Mademoiselle Moreau ?» L'homme parla d'une voix neutre. « Nous avons reçu un signalement anonyme concernant votre situation familiale. Il affirme que vous travaillez illégalement et que votre mère n'a ni emploi ni les moyens de vous subvenir. »« Ce n'est pas, » commença Lucie. « Nous avons également reçu des documents suggérant que vous avez utilisé de fausses identités pour opérer sur des plateformes de travail en ligne, » ajouta la femme. « Est-ce vrai ?» Lucie sentit le monde se refermer sur elle. Quelqu'un l'avait dénoncée. Quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Dubois, ça devait être lui. Sa vengeance ne s'était pas arrêtée au licenciement de sa mère. Il avait attendu, observé, et maintenant il frappait là où ça faisait le plus mal. « Nous devons parler à votre mère, » continua l'homme. « Et selon ce que nous trouverons, il est possible que nous devions envisager des options de placement alternatif. » Placement alternatif ? Lucie sentit l'air quitter ses poumons. « Vous voulez me prendre à ma mère ? Personne ne veut ça, » dit la femme, mais sa voix ne sonnait pas convaincante. « Nous voulons juste nous assurer que vous êtes dans un environnement sûr. Ma mère est la personne la plus sûre du monde. » Lucie sentit les larmes menacer de couler, mais elle les retint de toute sa volonté. « Elle a tout sacrifié pour moi, tout, et si j'ai fait des erreurs, c'était pour l'aider. Pas parce qu'elle m'y a forcé. Nous comprenons que c'est une situation difficile, » dit l'homme. « Mais nous avons des procédures à suivre. » Renée arriva à l'école 30 minutes plus tard. Quand elle entra dans le bureau et vit les fonctionnaires, son visage pâlit. Quand elle entendit les accusations, ses yeux se remplirent de larmes. Quand elle comprit qu'il pouvait lui enlever sa fille, quelque chose en elle se brisa. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle d'une voix brisée. « Ma fille essayait juste de m'aider. C'est ma faute. Toute la faute est la mienne. Punissez-moi, moi, pas elle. Madame Moreau, nous ne sommes pas ici pour punir qui que ce soit, » dit la femme. « Nous sommes ici pour évaluer la situation. La situation est que j'ai perdu mon travail injustement. » Renée éleva la voix pour la première fois. « On m'a licencié parce que ma fille s'est montrée plus intelligente que l'homme le plus puissant de cette entreprise. Et depuis, cet homme s'est assuré de détruire nos vies. C'est lui qui devrait être enquêté, pas nous. Madame, nous comprenons que vous êtes bouleversée. Vous ne comprenez rien. » Renée sanglotait maintenant. « Vous ne comprenez pas ce que c'est de marcher dans les rues en cherchant du travail pendant que sa fille a faim. Vous ne comprenez pas ce que c'est de voir sa petite fille rester éveillée jusqu'à l'aube pour essayer de nous sauver. Vous ne comprenez rien. » Lucie s'approcha de sa mère et la serra dans ses bras. Elles pleuraient toutes les 2 maintenant, l'une s'accrochant à l'autre, comme si le monde essayait de les séparer. Et d'une certaine manière, c'était le cas. « Nous allons devoir faire une visite à votre domicile, » dit l'homme finalement. « Et nous voulons interroger Lucie séparément. C'est la procédure standard. Vous ne me séparez pas de ma fille, » dit Renée avec une détermination farouche qui traversa les larmes. Personne ne parle encore de séparation. La femme tenta de calmer la situation. « Nous sommes justes, encore, » répéta Renée le mot comme un poison. « Tu as entendu ça, Lucie ? Encore, comme si c'était inévitable, comme s'ils avaient déjà décidé. »« Maman, » murmura Lucie, « tout ira bien. Nous allons montrer que nous sommes une famille, que nous prenons soin l'une de l'autre. Ils verront la vérité. »« La vérité ?» murmura Renée amèrement. « La vérité est que les pauvres n'ont pas de vérité. Nous n'avons que l'histoire que les riches décident de raconter à notre sujet. » L'entretien séparé fut la plus longue heure de la vie de Lucie. On lui posa des questions sur sa mère, sur leur maison, sur leurs repas, sur ses rêves, sur ses peurs. Chaque réponse était analysée, notée, jugée. « Votre mère vous a-t-elle déjà fait du mal ? » « Jamais. Ma mère est la personne la plus douce qui existe. Vous sentez-vous en sécurité chez vous ? Je me sens en sécurité parce que je suis avec elle. Pourquoi avez-vous commencé à travailler en ligne ? Lucie hésita avant de répondre. Elle savait que la vérité pouvait aggraver les choses. Mais elle savait aussi que le mensonge l'avait menée jusqu'ici parce que ma mère tombait malade à force de chercher du travail qu'elle ne trouvait pas,
parce que nous n'avions rien à manger, parce que j'étais la seule à pouvoir faire quelque chose, et les langues sont la seule chose que j'ai. Saviez-vous que c'était illégal? Je savais que c'était nécessaire. La fonctionnaire la regarda longuement. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Lucie ne pouvait déchiffrer. Compassion, jugement, les deux. Lucie, savez-vous qui a fait le signalement anonyme concernant votre famille? Je crois que oui. Qui? Maximilien Dubois. L'homme qui a licencié ma mère, l'homme qui a promis de me donner 1 million d'euros si je traduisais des documents et qui s'est moqué de moi quand je l'ai fait. La fonctionnaire prit note. C'est une accusation grave. C'est la vérité. Quand elles furent enfin autorisées à se retrouver, mère et fille s'étreignirent comme si elles ne s'étaient pas vues depuis des années. « Ils ne nous sépareront pas », murmura Lucie à l'oreille de sa mère. « Je ne le permettrai pas, ma petite guerrière. » René embrassa son front. « Ma petite guerrière. » Mais en sortant de l'école, aucune des deux ne remarqua le véhicule garé de l'autre côté de la rue, ni l'homme qui les observait avec un sourire satisfait. Sébastien Martin baissa la vitre et composa un numéro sur son téléphone. « Monsieur Dubois, tout s'est passé comme prévu. Les autorités sont déjà impliquées. Ce n'est qu'une question de temps avant que la fillette ne finisse dans le système de placement. » La voix de Dubois sonna complaisante à l'autre bout du fil. « Excellent. Personne ne m'humilie et s'en sort impunément. Absolument personne. Que faisons-nous avec la mère? Elle est déjà détruite, sans travail, sans argent et bientôt sans fille. C'est une punition suffisante pour l'instant. Et si quelqu'un découvre notre implication? » Dubois rit doucement. Qui va croire une femme de ménage à propos des actions de l'un des hommes les plus puissants du pays? Personne. C'est le privilège du pouvoir, Sébastien. Nous pouvons faire ce que nous voulons, et le monde se contente de regarder ailleurs. L'appel fut coupé. Sébastien démarra le moteur et s'éloigna, laissant derrière lui une mère et une fille qui marchaient, bras dessus, bras dessous, vers un avenir incertain. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que quelqu'un d'autre avait écouté cette conversation. Quelqu'un qui avait installé un dispositif d'écoute sur le téléphone de Sébastien des mois auparavant, attendant exactement ce moment. Quelqu'un qui connaissait tous les secrets de Maximilien Dubois, et ce quelqu'un venait de décider qu'il était temps d'agir. Car dans les ombres de la tour Dubois, une tempête était sur le point de se déchaîner, et quand elle arriverait, rien ne serait plus jamais pareil. Don Aurélien Beaumont avait vécu 73 ans en apprenant une vérité fondamentale. Le vrai pouvoir ne se mesure pas au cri, mais au silence. Assis dans son bureau privé, dans un immeuble anonyme du centre de Paris, il écoutait pour la 3e fois l'enregistrement de la conversation entre Sébastien Martin et Maximilien Dubois. Chaque mot confirmait ce qu'il soupçonnait depuis des années. Son neveu était devenu un monstre, car oui, Maximilien Dubois était son neveu, le fils de sa sœur cadette, qu'Aurélien avait élevé comme son propre enfant quand elle était morte d'une maladie que les médecins n'avaient jamais su expliquer. Il lui avait donné éducation, opportunité, contact, il lui avait tout appris sur les affaires, et Maximilien avait utilisé chaque leçon pour bâtir un empire de cruauté. Don Aurélien, la voix de son assistante, une femme nommée Estelle Dubois, interrompit ses pensées. « Les enquêtes que vous avez demandées sont terminées. » Estelle déposa un dossier épais sur le bureau. C'était une femme d'âge moyen, discrète, efficace. Elle travaillait pour Aurélien depuis des décennies et connaissait des secrets qui pourraient faire tomber des gouvernements. « Qu'avez-vous trouvé sur la fillette ?» demanda Aurélien sans lever les yeux. « Lucie Moreau, élève brillante, note parfaite à tous les niveaux, parle 5 langues couramment et de manière vérifiée. Sa mère, Renée Moreau, a travaillé 15 ans chez Dubois International Holdings jusqu'à son licenciement injustifié, il y a 1 mois. Et le signalement anonyme? Nous avons retrouvé l'origine, continua Estelle. Il a été fait depuis un téléphone prépayé, mais les tours de communication situent l'appel à l'intérieur de la tour Dubois, spécifiquement au bureau des affaires juridiques. Sébastien, murmura Aurélien le nom comme s'il était du poison. Il y a plus, Estelle continua. La mère est malade. Cela a commencé comme une simple toux, mais cela a empiré. Nos contacts à l'hôpital communautaire indiquent qu'elle a visité la clinique gratuite 3 fois au cours des 2 dernières semaines. Les médecins soupçonnent une bronchite sévère, évoluant peu, être vers une pneumonie. Elle a besoin de médicaments qu'elle ne peut pas se payer. Aurélien ferma les yeux. L'image de René marchant sous la pluie à la recherche de travail, tombant malade pendant que sa fille travaillait jusqu'à l'aube pour les maintenir à flot, lui causa une pointe de culpabilité. Il avait créé le monstre qui détruisait ses vies. Qu'en est-il du dossier avec les services de protection de l'enfance? L'audience est prévue dans 1 semaine. Si l'évaluation détermine que le foyer est inadéquat, Lucie sera retirée de la garde de sa mère et placée dans le système. Et les évaluateurs? C'est là que ça devient intéressant. Estelle sortit un autre document. L'un des fonctionnaires assignés, Antoine Lemaire, a des liens financiers avec des filiales de Dubois Holdings. Il reçoit des paiements mensuels catalogués comme « consultations »
mais il n'y a aucune preuve de service rendu. Un pot de vin déguisé. Aurélien hocha lentement la tête. Maximilien a acheté l'évaluateur. Il semble que oui. Le verdict est probablement déjà décidé. Aurélien se leva de sa chaise et marcha vers la fenêtre. De là, il pouvait voir la tour du bois briller au loin, un monument à l'ego d'un homme sans conscience. Pendant des années, Aurélien avait observé depuis l'ombre. Il avait fondé Dubois International Holdings des décennies auparavant, mais s'était retiré lorsque sa santé avait commencé à faiblir, laissant tout entre les mains de son neveu. Cela avait été sa plus grande erreur. Maximilien avait transformé l'entreprise, l'avait rendue plus grande, plus riche, plus puissante, mais l'avait aussi corrompue. Des pots de vin à des fonctionnaires, la destruction de concurrents, l'exploitation de travailleurs et maintenant la persécution d'une mère et de sa fille pour le simple délit d'avoir blessé son orgueil. « Estelle », Aurélien parla sans se retourner, « j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ce que vous ordonnerez. Je veux rencontrer cette fillette, Lucie Moreau. » Lucie marchait sur le chemin du retour après l'école quand elle remarqua que quelqu'un la suivait. Ce n'était pas évident. Quiconque savait comment garder ses distances. Mais Lucie avait développé des instincts aigus ces dernières semaines. Vivre sous une menace constante fait ça aux gens. Elle accéléra le pas. Le suiveur accéléra aussi. Son cœur commença à battre plus vite. C'était quelqu'un envoyé par Dubois. Un autre mouvement dans son jeu cruel. Elle pensa à courir, mais ses jambes tremblaient trop. Lucie Moreau, une voix féminine l'appela. Elle se retourna brusquement. Une femme d'âge moyen s'approchait, les mains visibles, montrant qu'elle ne représentait aucune menace. « Qui êtes-vous » Lucie recula d'un pas. « Mon nom est Estelle Dubois. Je ne viens pas vous faire de mal. Je viens vous offrir de l'aide. » « De l'aide » Lucie rit amèrement. « La dernière personne qui a offert de l'aide a fini par nous dénoncer aux autorités. Je comprends votre méfiance, mais il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer. Quelqu'un qui sait ce que Maximilien Dubois vous a fait, à vous et à votre mère. Quelqu'un qui peut vraiment vous aider. Qui ? Son nom est Don Aurélien Beaumont. C'était le propriétaire original de Dubois International Holdings. » Lucie cligna des yeux. Le propriétaire original ? Mais Dubois et son neveu. Aurélien a fondé l'entreprise il y a des décennies et la lui a confiée lorsqu'il a pris sa retraite. Mais il n'a jamais imaginé ce qu'il en ferait. Et pourquoi voudrait-il nous aider ? Estelle la regarda avec une expression mêlant tristesse et détermination. Parce qu'il observe les cruautés de son neveu depuis des années, sans pouvoir rien faire. Parce qu'il a vu ce qu'il vous a fait dans cette salle de réunion et a eu honte de partager le sang de cet homme. Et parce qu'il croit que vous, Lucie, avez quelque chose qu'il a perdu il y a longtemps. Quoi ? Le courage d'affronter les puissants. La rencontre eut lieu le même après-midi, dans un petit café loin du centre-ville. Lucie avait insisté pour un lieu public et Aurélien avait accepté sans objection. Quand elle le vit entrer, Lucie fut surprise. Elle s'attendait à quelqu'un d'imposant, d'intimidant. Au lieu de cela, elle trouva un vieil homme à la démarche lente, aux yeux fatigués mais bienveillants, et à un sourire qui semblait sincère. « Merci d'avoir accepté de me voir. » Aurélien s'assit en face d'elle avec des mouvements lents. « Je sais que vous n'avez aucune raison de faire confiance à quelqu'un lié à Dubois. »« Je n'en ai pas, » confirma Lucie. « Mais je n'ai pas non plus beaucoup d'options. Direct. J'aime ça. » Aurélien commanda 2 chocolats chauds au serveur avant de continuer. « Savez-vous qui je suis ? Votre assistante me l'a expliqué. Vous avez fondé l'entreprise. Dubois est votre neveu. Plus que ça, je l'ai élevé. Quand ma sœur est morte, Maximilien n'avait que 8 ans. Je l'ai accueilli chez moi. Je l'ai éduqué. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Je pensais que je formais un homme bien. Vous êtes gravement trompé. » Aurélien soupira. « Le pouvoir révèle qui nous sommes vraiment. Et Maximilien a révélé quelque chose que je ne voulais pas voir. Cruauté, ambition sans limite, mépris pour quiconque qu'il considère inférieur. Pourquoi n'avez-vous rien fait avant ?» La question frappa Aurélien comme une gifle. C'était la même question qu'il se posait chaque nuit. Lâcheté, admit-il. Honte, déni. Je me suis convaincu que c'était des rumeurs, des exagérations, que l'enfant que j'avais élevé ne pouvait pas être si mauvais. Mais quand je vous ai vu dans cette salle de réunion, quand j'ai vu comment mon neveu se délectait d'humilier une enfant devant des dizaines de personnes, j'ai su que je ne pouvais plus détourner le regard. Vous étiez là ? J'ai accès à toutes les caméras de sécurité de l'entreprise. Je n'ai jamais complètement renoncé au contrôle. C'était ma dernière sauvegarde, même si je n'ai jamais pensé que j'aurais à l'utiliser. Lucie traita l'information. Alors vous avez tout vu, tout ? J'ai vu comment vous traduisiez ces documents avec une habileté que des professionnels mettraient des années à développer. J'ai vu comment vous avez affronté un homme qui a détruit des carrières d'un claquement de doigts. J'ai vu que lorsque le document japonais est arrivé, vous avez eu la sagesse d'admettre ce que vous ne saviez pas et l'humilité de demander qu'on vous enseigne. Ses yeux s'humidifièrent légèrement.
J'ai vu une fillette extraordinaire traitée comme une ordure par un homme qui ne mérite pas de lui nettoyer les chaussures. Le chocolat chaud arriva. Lucie enveloppa ses mains autour de la tasse, absorbant la chaleur. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle finalement. « Je veux vous aider, vous et votre mère. »« Comment ?» Aurélien sortit une enveloppe de sa veste. « Voici assez d'argent pour payer le traitement médical de votre mère. Je sais qu'elle est malade. Je sais qu'elle a besoin de médicaments qu'elle ne peuvent pas se payer. » Lucie regarda l'enveloppe mais ne la toucha pas. Et en échange, rien. Personne ne donne quelque chose en échange de rien. Aurélien sourit avec une admiration sincère. Vous avez raison. Il y a toujours une raison. La mienne est la rédemption. J'ai passé des années à laisser mon neveu détruire des vies pendant que je comptais mes pièces en silence. Vous aider n'effacera pas mes péchés. Mais peu. Être cela pourra-t-il m'empêcher d'en commettre davantage? Il y a autre chose. Lucie le regarda directement dans les yeux. Vous voulez autre chose que de vous sentir mieux avec vous-même. Aurélien garda le silence un long moment. Finalement, il hocha la tête. Je veux arrêter Maximilien, non seulement pour ce qu'il vous a fait, mais pour tout ce qu'il a fait pendant des années. Les pots de vin, les manipulations, les vies qu'il a ruinées. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance, quelqu'un qui n'a pas de prix, quelqu'un que Maximilien ne verrait jamais venir. Moi, Lucie faillit rire. Je suis une enfant. Je n'ai pas de pouvoir. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Vous avez quelque chose de plus précieux que tout cela. Vous avez la vérité, votre histoire, votre talent, votre courage. Le monde commence déjà à parler de vous. Les investisseurs qui étaient à cette réunion n'ont pas cessé de parler de la fillette qui a humilié Dubois dans sa propre salle de conférence. Parler, Hélène Delacroix, l'investisseuse française, a annulé toutes ses négociations avec Dubois Holdings. Omar Ben Ali a fait de même. Karl Steiner reconsidère sa participation et Yumi Nakamura a publié un article dans un magazine japonais de commerce sur l'importance de reconnaître le talent, quelle que soit son origine. Lucie ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Espoir, fierté, elle n'était pas sûre. « Et que voulez-vous que je fasse ? Pour l'instant rien. Je veux juste que vous acceptiez mon aide, que vous me permettiez de payer le traitement de votre mère, que vous me laissiez les protéger de ce qui arrive. » Ce qui arrive, l'expression d'Aurélien s'assombrit. L'audience avec les services de protection de l'enfance. Maximilien a acheté l'un des évaluateurs. Le résultat est prédéterminé. Ils vont vous retirer à votre mère. Le monde de Lucie s'arrêta. Comment savez-vous cela? Parce que j'ai des yeux partout et parce que je connais mon neveu. Il ne se reposera pas tant qu'il ne vous aura pas complètement détruite. Les larmes menacèrent de couler, mais Lucie les retint. Elle ne pleurait pas. Pas ici, pas maintenant. Vous pouvez l'arrêter? Je peux essayer, mais j'ai besoin de temps et j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Lucie regarda l'enveloppe sur la table. Elle pensa à sa mère toussant chaque nuit, s'aggravant chaque jour. Elle pensa à l'audience qui approchait comme une tempête inévitable. Elle pensa à toutes les portes qui s'étaient fermées, à tous les espoirs qui s'étaient éteints, et elle pensa à quelque chose que sa mère lui disait toujours. Quand on n'a rien à perdre, toute main tendue est un pont. Elle prit l'enveloppe. « D'accord, dit-elle, je vous ferai confiance, mais si vous me trahissez, si vous faites du mal à ma mère de quelque manière que ce soit, je trouverai un moyen de vous détruire. Je ne sais pas comment, mais je le ferai. » Aurélien la regarda avec un mélange d'étonnement et de respect. « Je sais, et c'est exactement pourquoi je crois en vous. » Ce soir-là, quand Lucie rentra chez elle, elle trouva sa mère assise dans l'obscurité, en pleurs. « Maman !» Elle courut vers elle. « Que s'est-il passé ?» René leva un papier froissé. C'était une lettre officielle des services de protection de l'enfance. Ils ont avancé l'audience. Sa voix était à peine un murmure. « C'est après-demain. Ils disent qu'ils ont suffisamment de preuves pour déterminer que notre foyer est inadéquat. » Lucie sentit le sol disparaître sous ses pieds. Aurélien avait dit qu'il avait besoin de temps, mais le temps était écoulé. « Maman, écoute-moi. » Elle prit les mains de sa mère dans les siennes. « J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui veut nous aider. Quelqu'un qui a le pouvoir d'affronter Dubois. Qui? L'homme qui a fondé son entreprise. Son propre oncle. » René la regarda avec incrédulité. « L'oncle de Dubois? Et tu le crois? » « Je ne sais pas si je le crois, mais nous devons essayer. C'est notre seule chance. » La toux de René interrompit la conversation. Elle était profonde, douloureuse, et cette fois accompagnée de quelque chose qui fit s'arrêter le cœur de Lucie. Du sang. Sur le mouchoir que sa mère avait utilisé pour se couvrir la bouche, il y avait des taches de sang. « Maman, ce n'est rien. » René tenta de cacher le mouchoir. « C'est juste, ne me mens pas, » cria Lucie, les larmes coulant sur ses joues. « Depuis quand cela dure-t-il » René ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ses yeux disaient tout. « Nous allons à l'hôpital, maintenant. Nous ne pouvons pas payer. » Lucie sortit l'enveloppe qu'Aurélien lui avait donnée. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait plus d'argent qu'elle n'en avait vu depuis des années. « Maintenant, nous le pouvons. »
Aux urgences de l'hôpital central, pendant que les médecins examinaient René, Lucie passa un appel. « Don Aurélien, c'est Lucie. Ma mère est très malade. Et ils ont avancé l'audience. C'est après-demain. » La voix d'Aurélien sonna tendue à l'autre bout du fil. Ils accélèrent tout. Maximilien doit suspecter quelque chose. Que faisons-nous? Il y eut une longue pause. Puis, Aurélien parla avec une détermination renouvelée. « Prépare-toi, Lucie, car nous allons faire quelque chose que mon neveu n'attendra jamais. »« Quoi? Nous allons dire la vérité, toute la vérité, devant le monde entier. » La salle d'attente de l'hôpital central sentait le désinfectant et le désespoir. Lucie avait passé la nuit entière assise sur une chaise en plastique, regardant l'horloge avancer seconde après seconde, incapable de dormir, incapable de penser à autre chose qu'à sa mère derrière ses portes blanches. Les médecins avaient confirmé le pire. Pneumonie sévère. René avait besoin d'une hospitalisation immédiate, de médicaments coûteux et surtout d'un repos absolu. Des semaines à marcher sous la pluie à la recherche de travail. Des nuits sans sommeil à s'inquiéter pour sa fille et le stress constant de vivre sous menace avaient détruit son système immunitaire. « Elle est forte », avait dit la docteure Sophie Dubois, une femme aux yeux compatissants qui semblait sincèrement préoccupée, mais elle doit rester ici au moins une semaine. Si l'infection atteint complètement les poumons, nous pourrions parler de quelque chose de beaucoup plus grave. Une semaine, l'audience était dans 2 jours. Lucie sentait que l'univers conspirait contre elle. Chaque fois qu'elle trouvait une petite lueur d'espoir, une nouvelle obscurité apparaissait pour l'éteindre. Son téléphone vibra. C'était un message d'Estelle Dubois. « Don Aurélien a besoin de vous voir. C'est urgent. J'envoie l'adresse. » Lucie regarda vers la chambre où sa mère dormait, connectée à des machines qui surveillaient chaque battement de son cœur. Elle ne voulait pas la laisser seule, mais elle ne pouvait pas non plus rester sans rien faire pendant que son monde s'effondrait. Elle demanda à une infirmière de surveiller sa mère et quitta l'hôpital. L'adresse la mena à un vieil immeuble dans un quartier de Paris que Lucie ne connaissait pas. Il n'y avait pas d'enseigne, pas d'indication, juste une porte en bois sombre qui s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Estelle l'attendait à l'intérieur. « Suivez-moi », dit-elle, sans plus d'explication. Elles montèrent des escaliers étroits jusqu'à un bureau qui semblait sorti d'une autre époque. Des livres couvraient les murs du sol au plafond. Des cartes anciennes pendaient dans des cadres dorés. Et au centre, assis derrière un bureau en chêne massif, Don Aurélien Beaumont révisait des documents avec une expression grave, mais il n'était pas seul. Lucie s'arrêta net quand elle reconnut les autres personnes dans la pièce. Hélène Delacroix, l'investisseuse française, était assise dans un fauteuil en cuir, ses jambes élégamment croisées. Omar Ben Ali, l'homme d'affaires arabe, se tenait près de la fenêtre, son expression sérieuse mais pas hostile. Et Yumi Nakamura, l'exécutif japonais, occupait une chaise près du bureau, ses mains reposant sur une mallette. « Que se passe-t-il » demanda Lucie, sa voix tremblant légèrement. « Asseyez-vous, Lucie » Aurélien désigna une chaise vide. « Il y a beaucoup à expliquer et peu de temps. » Lucie obéit, bien que chaque muscle de son corps lui criait de s'enfuir. Hélène Delacroix fut la première à parler. Son français avait un accent élégant, mais était parfaitement compréhensible. Après ce que nous avons vu dans cette salle de réunion, aucun de nous n'a pu vous oublier. Une enfant affrontant un homme comme Dubois, démontrant des compétences que des professionnels mettraient des décennies à développer. C'était extraordinaire. Mais plus que cela, Omar Ben Ali continua, sa voix profonde résonnant dans la pièce. C'était révélateur. Dubois a montré sa vraie nature ce jour-là, et cela nous a poussés à enquêter plus profondément sur ses affaires. Enquêter? Lucie regarda Aurélien, cherchant des explications. Les investisseurs internationaux ont des ressources que je n'ai pas, expliqua Aurélien. Quand je les ai contactés il y a quelques jours, ils avaient déjà commencé leurs propres enquêtes sur Dubois Holdings. Ce qu'ils ont trouvé est dévastateur. Yumi Nakamura ouvrit sa mallette et sortit un dossier épais. Des documents falsifiés, des contrats manipulés, des pots de vin à des fonctionnaires de 6 pays différents, de l'exploitation de la main-d'œuvre dans des usines subsidiaires et quelque chose de pire. Elle tendit le dossier à Lucie. Votre mère n'a pas été la première employée que Dubois a détruite pour des raisons personnelles. Il y a un schéma. Des dizaines de personnes au fil des ans, des travailleurs qui l'ont contredit, qui ont refusé de participer à ses stratagèmes, qui lui ont simplement déplu. Tous ont fini de la même manière, licenciés, diffamés, empêchés de trouver un emploi n'importe où. Lucie parcourut les documents, noms, dates, témoignages, histoires de familles détruites, carrières ruinées, vies brisées. Sa mère n'était que la dernière victime d'un monstre qui avait opéré impunément pendant des années. « Pourquoi personne n'a rien fait avant ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Parce que le pouvoir protège le pouvoir », répondit Hélène avec amertume. « Dubois a des liens au gouvernement, dans les médias, dans le système judiciaire.
Quiconque tentait de l'exposer était réduit au silence avant de pouvoir parler, mais maintenant nous sommes nombreux. Et nous avons quelque chose que Dubois n'attendait pas, ajouta Omar. Quoi? Vous? Aurélien se pencha en avant. Votre histoire est devenue virale, Lucie. La vidéo de la salle de réunion a été divulguée sur Internet il y a 3 jours. Quoi? Lucie sentit l'air quitter ses poumons. Comment? Je l'ai divulguée, admit Aurélien sans remords. C'était un risque calculé. Je savais que Dubois accélérerait sa vengeance, mais je savais aussi que le monde avait besoin de voir qui est vraiment mon neveu. Estelle alluma un écran mural. La vidéo montrait exactement ce que Lucie se souvenait. Dubois, se moquant d'elle, le défi du million d'euros, sa démonstration en 4 langues, l'humilité avec le japonais. Mais le plus frappant étaient les chiffres sous la vidéo. 47 millions de vues. En 3 jours, le monde entier parle de vous. Vous êtes en tendance dans 17 pays, dit Hélène. Des journalistes du monde entier veulent vous interviewer et le plus important, ils enquêtent sur Dubois. Lucie ne pouvait pas traiter ce qu'elle voyait. Son moment d'humiliation s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Les gens ne se moquaient pas d'elle. Ils l'admiraient, la défendaient, exigeaient justice. Les commentaires, Yumi montra l'écran où apparaissaient des milliers de messages. Ils demandent que Dubois tienne sa promesse. Le million d'euros. Les gens disent que vous le méritez. Je ne veux pas son argent, dit Lucie avec fermeté. Je veux juste qu'il laisse ma famille tranquille. Et c'est exactement ce que nous allons accomplir. Aurélien se leva. Mais nous avons besoin de votre aide. Mon aide pourquoi? Pour la conférence de presse que nous avons organisée pour demain. Les heures suivantes furent un tourbillon de préparation. Aurélien expliqua le plan. Demain, quelques heures avant l'audience avec les services de protection de l'enfance, il tiendrait une conférence de presse internationale. Les investisseurs présenteraient les preuves des crimes corporatifs de Dubois. Aurélien révélerait son identité de fondateur de l'entreprise et dénoncerait publiquement les actions de son neveu. Et Lucie raconterait son histoire. Pas seulement ce qui s'est passé dans la salle de réunion, précisa Aurélien. Tout. Le licenciement injuste de votre mère, la campagne pour l'empêcher de trouver du travail, le signalement anonyme, l'évaluateur acheté, tout. Et vous croyez que ça marchera? Demanda Lucie avec scepticisme. Dubois a du pouvoir, il a des avocats, il a des contacts, mais il n'a pas quelque chose que nous avons. Omar répondit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Une vérité documentée, et 47 millions de témoins qui sont déjà de votre côté. Hélène s'approcha de Lucie et lui prit les mains. Je sais que vous avez peur, n'importe qui l'aurait, mais ce que vous avez fait dans cette salle de réunion a montré que vous avez plus de courage que des hommes qui ont dirigé des nations. Vous n'êtes pas seul dans cette affaire. Yumi hocha la tête. Au Japon, nous disons Nana Korobi Yaoki. Cela signifie tomber 7 fois et se relever 8. Vous vous êtes déjà relevé plus de fois que je ne peux compter. Une fois de plus ne vous vaincra pas. Lucie regarda chacun des présents. Un vieil homme cherchant la rédemption, une investisseuse française qui avait risqué des millions par principe, un homme d'affaires arabe qui croyait en la justice, une cadre japonaise qui valorisait l'humilité par-dessus l'arrogance et elle, une enfant qui voulait juste protéger sa mère. D'accord, dit-elle finalement. Je le ferai. Ce soir-là, Lucie retourna à l'hôpital. Sa mère était réveillée, bien que faible. Où étais-tu? Demanda René d'une voix rauque. Lucie s'assit près de son lit et lui raconta tout. La vidéo virale, les investisseurs, le plan pour la conférence de presse, l'audience qui approchait. Quand elle eut fini, René pleurait silencieusement. « Ma petite guerrière » murmura-t-elle. « Quand as-tu cessé d'être ma petite et es-tu devenue une guerrière? Je n'ai jamais cessé d'être ta petite maman. J'ai juste appris à me battre pour ce que j'aime. J'ai peur, » René admit. « J'ai peur de ce qui pourrait arriver si tu affrontes cet homme publiquement. J'ai peur aussi. » Lucie prit la main de sa mère. « Mais j'ai plus peur de ne rien faire et de te perdre, qu'il nous sépare, qu'il gagne. Et si ça ne marche pas, alors au moins le monde saura la vérité. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. » René ferma les yeux. Ta grand-mère disait que les mots ont du pouvoir, que celui qui maîtrise les mots maîtrise le monde. Ma grand-mère, je ne t'en ai jamais beaucoup parlé. Elle est morte quand j'étais jeune, mais elle était traductrice, comme toi. Elle parlait 6 langues. Elle a travaillé pour des ambassades, pour des entreprises, pour des gouvernements. Et elle disait toujours que son plus grand don n'était pas les langues, mais la capacité de faire en sorte que des personnes différentes se comprennent. Lucie sentit des larmes monter à ses yeux. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que quand elle est morte, j'ai perdu la connexion avec ce monde. Je suis devenu ce que le monde attendait de moi, quelqu'un d'invisible qui nettoie ce que les autres salissent. Mais toi, Lucie, tu as hérité de son feu, et demain tu vas faire exactement ce dont elle a toujours rêvé. Quoi? Tu vas utiliser les mots pour changer le monde. Le matin de la conférence de presse se leva gris et froid.
Lucie avait à peine dormi. Elle avait passé des heures à répéter ce qu'elle dirait, comment elle le dirait, anticipant les questions qu'on pourrait lui poser, mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle trouva en arrivant à la salle où l'événement devait avoir lieu. Des centaines de journalistes remplissaient l'espace. Des caméras de télévision du monde entier pointaient vers une petite scène où un pupitre avec des microphones avait été placé. Dehors, selon Estelle, des milliers de personnes s'étaient rassemblées, beaucoup avec des pancartes disant « Justice pour Lucie et Dubois doit payer. Le monde nous regarde. »« Le monde vous regarde », lui dit Aurélien alors qu'il marchait vers la scène. « Êtes-vous prête ?»« Non, » admit Lucie, « mais je vais le faire quand même. » La conférence commença avec Aurélien qui se présenta, révéla son identité de fondateur de Dubois Holdings et dénonça publiquement les actions de son neveu. Les journalistes explosèrent de questions, mais Aurélien garda son calme, présentant document après document comme preuve. Puis vinrent les investisseurs. Hélène parla des irrégularités financières. Omar révéla les pots de vin internationaux. Yumi présenta des témoignages d'anciens employés qui avaient subi le même sort que René. Et finalement, ce fut le tour de Lucie. Elle marcha vers le pupitre avec des jambes qui tremblaient, mais une voix qui refusait de faiblir. Elle regarda les caméras, imagina les millions d'yeux l'observant de partout dans le monde et commença à parler. « Mon nom est Lucie Moreau. J'ai 11 ans. Ma mère est femme de ménage et il y a 1 mois, un homme puissant a promis de me donner 1 million d'euros si je pouvais traduire des documents en 5 langues. » Elle fit une pause. Le silence dans la pièce était absolu. J'ai traduit 4 documents sur 5 parfaitement. Le 5e était le japonais, une langue que je ne connais pas, mais au lieu de mentir, j'ai admis ma limite et j'ai demandé à apprendre. Savez-vous ce que cet homme a fait? Il a ri. Il a dit que c'était une blague. Et il a ensuite licencié ma mère pour m'avoir emmené au travail ce jour-là. Les caméras capturaient chaque mot, chaque expression, chaque larme que Lucie refusait de laisser couler, mais cela ne lui a pas suffi. Il s'est assuré qu'aucune entreprise de Paris ne recruterait ma mère. Il a fait un signalement anonyme pour qu'on me retire de sa garde. Il a acheté des fonctionnaires pour garantir que nous perdrions tout. Elle leva un dossier qui contenait des copies des preuves. Voici la preuve, des documents, des enregistrements, des témoignages, tout ce dont vous avez besoin pour voir qui est réellement Maximilien Dubois. Lucie regarda directement la caméra principale. « Monsieur Dubois, si vous regardez ceci, je veux que vous sachiez quelque chose. Je n'ai pas peur de vous. Ma mère m'a appris que la dignité ne s'achète ni ne se vend, et ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, mais dont le feu coule dans mes veines, m'a appris que les mots peuvent changer le monde. » Sa voix se renforça à chaque phrase. « Vous avez essayé de nous détruire, mais la seule chose que vous avez réussi à faire, c'est de réveiller quelque chose qui ne pourra plus jamais s'endormir, car maintenant le monde sait qui vous êtes, et le monde regarde. » Le silence qui suivit les mots de Lucie dura à peine 3 secondes. Puis le chaos. Les journalistes se levèrent de leur siège, criant des questions. Les flashs des caméras explosèrent comme des feux d'artifice. Le murmure de la foule dehors devint un rugissement qui traversa les murs de l'immeuble. Mais Lucie n'entendait rien de tout cela. Ses yeux étaient fixés sur un écran latéral qui montrait la diffusion en direct. Les chiffres de spectateurs montaient chaque seconde. 1 million, 2 millions, 5 millions. Des gens du monde entier assistaient à ce moment. Aurélien s'approcha du pupitre et prit le contrôle. « Nous allons maintenant répondre aux questions de manière ordonnée. S'il vous plaît, levez la main. » Les mains s'élevèrent comme une forêt de doigts désespérés. Vous, au premier rang, Aurélien désigna une journaliste rousse avec une accréditation d'une chaîne internationale. « Merci. Je suis Victoire Chevalier de Nouvelles du Monde. Monsieur Beaumont, vous affirmez être le fondateur de Dubois Holdings et l'oncle de Maximilien Dubois. Avez-vous des preuves de cette parenté ?» Aurélien hocha la tête. « J'ai des certificats de naissance, des documents d'adoption informels, des relevés bancaires qui montrent les transferts que j'ai effectués pour son éducation et des photographies de famille s'étendant sur des décennies. Tout sera remis aux autorités compétentes. » Une autre main se leva, un homme chauve à l'accent britannique. Jonathan Pierce, Financial Times. Pour les investisseurs présents, êtes-vous prêt à témoigner formellement contre Dubois Holdings et quelles implications cela aurait-il pour vos propres affaires? Hélène Delacroix s'approcha du microphone. Nous sommes prêts à témoigner. Quant aux implications, nous perdrons de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais il y a des choses plus importantes que les profits. L'intégrité en fait partie. Omar Ben Ali ajouta « Dans ma culture, l'honneur vaut plus que l'or. Ce que nous avons vu dans cette salle de réunion était le déshonneur d'un homme qui croit que l'argent le protège de tout. Il s'est trompé. » Les questions continuèrent pendant près d'1 heure sur les documents, sur les témoignages, sur le mode de conduite de Dubois. Chaque réponse était une pierre de plus dans le mur qui se construisait autour de l'empire du PDG. Finalement, une jeune journaliste leva la main avec timidité. « Cette question est pour Lucie. Comment avez-vous appris autant de langues si jeune ?» Lucie regarda la journaliste.
C'était la première question qui lui était spécifiquement adressée depuis sa déclaration initiale. Ma mère travaillait toute la journée. Elle commença. Quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps seule. Les voisins de notre immeuble venaient de différents pays. Madame Ingrid d'Allemagne m'a appris sa langue pendant qu'elle me gardait. Monsieur Ahmad de Syrie me racontait des histoires en arabe pendant que sa femme nous cuisinait. Madame Colette, une vieille dame française qui vivait au 3e étage, me lisait de la poésie dans sa langue, chaque après-midi. Elle fit une pause, se souvenant de visages qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Pour eux, je n'étais pas la fille de la femme de ménage. J'étais simplement Lucie, une enfant curieuse qui posait beaucoup de questions. Ils m'ont enseigné leur langue parce que c'était la seule chose qu'ils avaient à donner, et j'ai appris parce que c'était la seule façon que je connaissais de les remercier de leur amour. Le silence qui suivit fut différent du précédent. Ce n'était ni de l'attention ni de l'attente, c'était du respect. « Et l'anglais » demanda doucement la journaliste. « Internet ». Lucie sourit légèrement. Des vidéos, des films, des chansons. Ma mère ne pouvait pas me payer de cours particuliers, mais la connaissance est là pour qui veut la chercher. La conférence se termina peu après midi. Pendant que Lucie était escortée hors du bâtiment, son téléphone commença à vibrer sans contrôle. Des messages de numéros inconnus, des notifications de réseaux sociaux, des appels manqués de préfixes internationaux, mais un seul message capta son attention. Il venait de la docteure Sophie Dubois de l'hôpital. « Votre mère s'est réveillée. Elle demande après vous. Venez quand vous pouvez. » Lucie courut. Dans la chambre d'hôpital, Renée était assise sur le lit, les yeux fixés sur un petit téléviseur qui diffusait les nouvelles. La conférence de presse était le sujet principal sur chaque chaîne. « Ma petite » murmura-t-elle quand Lucie entra. « Ma petite guerrière » Lucie se jeta dans ses bras, pleurant pour la première fois depuis des jours. Toutes les émotions contenues, toute la peur, toute la pression sortirent en sanglots qui secouaient tout son corps. « Tu l'as fait » Renée caressait ses cheveux. « Tu as affronté un monstre et le monde entier l'a vu. J'avais tellement peur, maman, tellement peur d'échouer, que ça ne serve à rien. Mais tu n'as pas échoué. Tu n'as jamais échoué, Lucie. Tout ce que tu l'as fait avec ton cœur, et le cœur ne ment jamais. » La docteure Dubois entra à ce moment-là avec un sourire qui illuminait son visage. « J'ai de bonnes nouvelles. L'infection répond au traitement. Si tout continue ainsi, votre mère pourrait sortir de l'hôpital dans 4 ou 5 jours. » « Vraiment ?» Lucie sentit une vague de soulagement. « Vraiment ? Bien qu'elle aura besoin d'un repos absolu pendant plusieurs semaines. Pas de stress, pas de soucis. » Renée rit doucement. « Ce sera difficile avec une fille qui vient de déclarer la guerre à l'un des hommes les plus puissants du pays. » La docteure les regarda avec curiosité. « J'ai vu la conférence de presse. Tout l'hôpital l'a vu. Les infirmières parlent d'organiser une collecte pour vous. »« Nous n'avons pas besoin de charité, » commença Renée, mais Lucie l'interrompit. « Nous avons besoin de justice, docteur. Et aujourd'hui, nous avons fait le premier pas pour l'obtenir. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'appels et de visites. Estelle arriva la première avec des nouvelles qui changeaient tout. Le procureur général a annoncé une enquête formelle contre Dubois Holdings. Ils examinent tous les documents que nous avons présentés et il y a plus. 3 anciens employés qui étaient restés silencieux par peur veulent maintenant témoigner. Puis vint Aurélien, visiblement épuisé, mais avec une énergie renouvelée. Maximilien a disparu. Il n'est pas chez lui, pas au bureau, pas dans aucun de ses lieux habituels. Ses avocats disent qu'il évalue les options légales, mais la vérité est qu'il fuit. Fuit ? Lucie fronça les sourcils. Où ? Il a des propriétés dans plusieurs pays, des comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Il pourrait être n'importe où. Et l'audience de demain, celle de protection de l'enfance, Aurélien sourit pour la première fois depuis des jours. Annulé. Le fonctionnaire que Maximilien avait acheté, Antoine Lemaire, a été arrêté ce matin. Il a tout avoué en échange d'une peine réduite. Le signalement anonyme contre votre famille a été officiellement écarté. Lucie sentit ses genoux céder. Renée la retint tandis qu'elles pleuraient toutes deux de soulagement. Ça veut dire qu'ils ne vont pas me séparer de ma mère ? Ça signifie exactement cela. Personne ne vous séparera jamais. Mais le calme dura peu. Ce soir-là, tandis que Lucie somnolait sur une chaise à côté du lit de sa mère, son téléphone sonna. C'était un numéro masqué. Elle hésita avant de répondre. Quelque chose dans son instinct lui disait de ne pas le faire, mais la curiosité fut plus forte. « Bonjour, Lucie Moreau. » La voix à l'autre bout était déformée, méconnaissable. « Vous avez commis une grave erreur. Qui est-ce ? Quelqu'un qui sait des choses que même Don Aurélien ne connaît pas sur son cher neveu. » Lucie sentit un frisson parcourir son dos. Quelle chose. Maximilien Dubois n'est pas celui que tout le monde croit. Sa cruauté a des racines plus profondes que vous ne l'imaginez. Des racines qui s'étendent jusqu'à votre propre famille. Ma famille ? Je ne comprends pas. Votre grand-mère.
La traductrice. Croyez-vous que c'était une coïncidence qu'elle soit morte si jeune? Croyez-vous que c'était une coïncidence que votre mère finisse par travailler précisément dans l'entreprise de Dubois? Le cœur de Lucie battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Que dites-vous? Je dis qu'il y a une histoire que personne ne vous a racontée. Une histoire qui relie votre famille au Dubois depuis des décennies. Et si vous voulez connaître toute la vérité, vous devez chercher là où tout a commencé. Quel endroit? Les archives personnelles d'Aurélien Beaumont. Demandez-lui l'année où il a rencontré votre grand-mère. Demandez-lui ce qui s'est passé à l'ambassade de France. Demandez-lui pourquoi votre mère n'a jamais su qui était son père. La ligne fut coupée. Lucie resta paralysée. Le téléphone toujours collé à son oreille. Les mots de la voix mystérieuse rebondissaient dans son esprit comme des échos dans une caverne sombre. Sa grand-mère, l'ambassade de France, le père de sa mère. Que signifiait tout cela? Elle regarda René, qui dormait profondément grâce aux médicaments. Sa mère n'avait jamais parlé de son père. Lucie avait toujours supposé que c'était un sujet douloureux, quelque chose qu'elle ne devait pas demander, mais maintenant les questions se multipliaient comme des virus dans son esprit. Qui était le père de sa mère? Quel lien sa grand-mère avait-elle avec les Dubois? Et pourquoi quelqu'un voulait-il qu'elle sache tout cela maintenant? Le lendemain matin, Lucie confronta Aurélien. Elle le trouva dans son bureau, examinant des documents juridiques liés à l'enquête contre son neveu. Quand elle entra, il remarqua immédiatement que quelque chose avait changé dans son expression. « Hier soir, j'ai reçu un appel, dit-elle sans préambule. Quelqu'un m'a dit de vous poser des questions sur ma grand-mère, sur l'ambassade de France, sur le père de ma mère. » La couleur quitta le visage d'Aurélien. « Qui vous a appelé? » « Je ne sais pas. » La voix était déformée, mais elle savait des choses qui m'ont fait réaliser qu'il y a une histoire que personne ne m'a racontée. Aurélien s'effondra sur sa chaise comme s'il pesait soudain le double. « J'espérais que vous n'auriez jamais à savoir cela, » murmura-t-il. « J'espérais pouvoir vous aider sans que la vérité ne voie le jour. » « Quelle vérité ?» Le vieil homme ferma les yeux un long moment. Quand il les ouvrit, il y avait des larmes dedans. « Votre grand-mère, Catherine Moreau, était la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Elle travaillait comme traductrice à l'ambassade de France quand je l'ai rencontrée. Elle avait la même lumière dans les yeux que vous, la même passion pour les langues, le même feu intérieur. » Il fit une pause, comme si chaque mot lui coûtait un effort physique. « Nous sommes tombés amoureux. C'était un amour interdit. Impossible. J'étais marié, j'avais des responsabilités, une réputation à maintenir, mais Catherine était comme un aimant. Je ne pouvais pas m'éloigner d'elle, même si je savais que je devais le faire. » Lucie sentit le sol bouger sous ses pieds. « Vous dites que vous et ma grand-mère avez eu une relation? Cela a duré près de 2 ans et de cette relation est née une enfant. Une enfant que Catherine a élevée seule parce que j'étais trop lâche pour la reconnaître publiquement. »« Ma mère, » murmura Lucie. « Ma mère est votre fille ?» Aurélien hocha la tête, incapable de la regarder dans les yeux. « Renée est ma fille, ce qui signifie que vous, Lucie, êtes ma petite fille. » Le monde de Lucie s'écroula et se reconstruisit en un instant. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, sur son histoire, sur elle-même, était un mensonge. Ma mère le sait? Non, Catherine ne lui a jamais dit. Elle m'a fait promettre de garder le secret jusqu'à ma mort. Mais maintenant, Dubois est son neveu. Lucie fit le lien avec une horreur croissante. Ce qui signifie que Dubois est le cousin de ma mère. Ce qui signifie que l'homme qui a essayé de nous détruire est de ma famille. Oui, Aurélien la regarda enfin. Maximilien ne sait rien de tout cela. Personne ne le savait, sauf moi et votre grand-mère. Mais quelqu'un d'autre a découvert la vérité. Quelqu'un qui veut l'utiliser. L'utiliser pourquoi? Je ne sais pas, mais nous devons le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Lucie s'effondra sur une chaise, son esprit traitant des informations qui changeaient tout. Elle était la petite-fille de Don Aurélien Beaumont, la cousine de Maximilien Dubois, l'héritière d'un héritage qu'elle n'avait jamais su exister. Et quelqu'un, quelque part, connaissait tous ses secrets et les utilisait comme des pièces dans un jeu qu'elle commençait à peine à comprendre. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Maintenant, Aurélien se leva avec une détermination renouvelée. « Nous trouvons qui est derrière tout ça, et nous découvrons ce qu'il veut vraiment. » Mais avant qu'il ne puisse faire le premier pas, le téléphone d'Aurélien sonna. C'était Estelle, et sa voix semblait terrifiée. « Don Aurélien, allumez les infos maintenant. » Aurélien alluma le téléviseur. L'image qui apparut les fit tous les deux retenir leur souffle. Maximilien Dubois était à l'écran, debout devant un microphone avec un sourire glaçant, et les mots qu'il prononça changèrent tout. « J'ai des informations qui détruiront Don Aurélien Beaumont et révéleront que la petite héroïne Lucie Moreau fait partie d'une conspiration familiale pour voler mon entreprise, et j'ai les preuves pour le démontrer. » Les mots de Maximilien Dubois résonnaient sur l'écran comme une condamnation à mort. Lucie sentit l'air quitter ses poumons. Aurélien pâlit visiblement, ses mains tremblant alors qu'il observait son neveu sur l'écran. « Dans les prochaines 24 heures,
continua Dubois avec ce sourire glaçant. Je révélerai des documents qui prouvent qu'Aurélien Beaumont planifie depuis des décennies de reprendre le contrôle de mon entreprise, et son arme secrète est une fillette qui s'avère être sa petite-fille illégitime. Le mot frappa Lucie comme un coup de poing. Illégitime. Comme si son existence était une erreur, comme si sa vie était une tâche qui devait être effacée. Cette prétendue histoire de David contre Goliath, Dubois crachait les mots, est en réalité une conspiration familiale pour me détruire, et j'ai quelqu'un qui peut tout confirmer. La caméra se déplaça, révélant une personne assise à côté de Dubois, Sébastien Martin, l'avocat qui avait été son bras droit, l'homme qui avait exécuté chaque ordre cruel, chaque vengeance impitoyable. Il était là, l'air nerveux, mais déterminé. « Monsieur Martin », Dubois s'adressa à lui. « Dites au monde ce que vous savez. » Sébastien s'éclaircit la gorge. « Pendant des années, j'ai travaillé aux côtés de Don Aurélien avant qu'il ne prenne sa retraite. J'ai été témoin de conversations privées où il exprimait son intention de reprendre l'entreprise le moment venu. Il mentionnait une fille secrète qu'il utiliserait un jour comme héritière légitime. » Lucie regarda Aurélien avec horreur. « C'est vrai ? » ?»« Non. » Aurélien nia avec véhémence. « Sébastien ment. Il n'a jamais travaillé directement avec moi. Il a été embauché par Maximilien des années après ma retraite. » Alors, pourquoi dit-il ces choses? Parce que Maximilien le tient. Sébastien en sait trop sur les vrais crimes de mon neveu. S'il ne coopère pas, il ira en prison avec lui. À l'écran, Dubois continuait sa performance. Demain à 10h du matin, au même endroit où cette fillette a fait son cirque médiatique, je présenterai toutes les preuves. Le monde verra qui sont réellement les Beaumont et les Moreau. Une famille de menteurs et de manipulateurs. La diffusion se termina. Le silence dans le bureau d'Aurélien était assourdissant. Nous devons faire quelque chose. Lucie rompit le silence. Nous ne pouvons pas le laisser mentir à notre sujet. Ce qu'il dit n'a aucun fondement juridique. Aurélien tentait de garder son calme, mais sa voix tremblait. Il n'y a pas de document prouvant une conspiration parce qu'il n'y a aucune conspiration. Mais le tort public est déjà fait. Estelle intervint. Les gens qui vous soutenaient ont maintenant des doutes. Les réseaux sociaux explosent de théories. Le téléphone d'Aurélien sonna. C'était Hélène Delacroix. Aurélien, je viens de voir la diffusion. Nous devons parler maintenant. Une demi-heure plus tard, les investisseurs étaient de nouveau réunis dans le bureau. Leurs expressions mêlaient inquiétude et détermination. L'accusation de Dubois est ridicule. Omar Ben Ali parla le premier. Quiconque a vu la vidéo originale sait que cette fillette ne jouait pas. Son talent est authentique. Mais Dubois a quelque chose. Hélène fit remarquer avec pragmatisme. Il ne ferait pas une telle déclaration sans avoir une forme de preuve, même fabriquée. « Fabriquée ?» demanda Lucie. « Des faux documents ?» expliqua Yumi Nakamura. « Dans le monde des affaires, c'est plus courant que vous ne l'imaginez. On crée des papiers qui semblent légitimes, mais qui sont entièrement inventés. Et comment prouvons-nous qu'ils sont faux? C'est là le problème. » Hélène soupira. Prouver que quelque chose est faux est beaucoup plus difficile que de prouver que quelque chose est vrai. Le téléphone de Lucie vibra, un message d'un numéro masqué. Si vous voulez la vérité sur Sébastien Martin, cherchez-le dans les archives des affaires classées du barreau de Paris. Affaire numéro 2, 847. Tout n'est pas ce qu'il semble. Lucie montra le message aux autres. C'est la même personne qui m'a appelé hier soir, dit-elle. Celle qui savait pour ma grand-mère et ma famille. Quelqu'un nous aide depuis l'ombre? Aurélien fronça les sourcils. Mais qui? Peu importe qui c'est en ce moment. Estelle était déjà sur son ordinateur. Ce qui importe, c'est si l'information est réelle. Elle tapa rapidement, accédant à des bases de données que Lucie ne savait pas exister. La voici. Estelle tourna l'écran. Affaire 2847 du barreau de Paris. Sébastien Martin a été enquêté il y a des années pour falsification de documents dans une affaire civile. L'enquête a été classée faute de preuves, mais le dossier mentionne quelque chose d'intéressant. Quoi? Demandèrent tous à l'unisson. Le plaignant original a été menacé et a retiré les accusations. Devinez qui représentait légalement la partie accusée? Dubois Holdings. Aurélien, murmura-t-il. Exact. Sébastien falsifie des documents pour Dubois depuis des années et maintenant il fait de même contre nous. La nuit tomba sur la ville. Pendant que le groupe travaillait frénétiquement, Lucie savait qu'elle devait retourner à l'hôpital avec sa mère, mais elle savait aussi que si elle n'arrêtait pas Dubois maintenant, tout ce qu'elles avaient accompli s'effondrerait. « Je dois aller voir ma mère », dit-elle finalement. Elle ne sait rien de ce qui se passe. « Va !» Aurélien hocha la tête. « Nous continuerons à travailler. Demain, nous aurons besoin de toutes nos forces. » Don Aurélien, Lucie s'arrêta à la porte. « Ma mère ne sait pas que vous êtes son père. Quand allez-vous le lui dire ?» Le vieil homme baissa les yeux. « Quand tout cela sera terminé, je ne veux pas qu'elle ait plus de soucis maintenant. Elle mérite de savoir la vérité. Je sais, et je le lui dirai. Je vous le promets. » À l'hôpital, René était réveillé.
regardant les nouvelles sur le petit téléviseur. « J'ai vu la conférence de Dubois », dit-elle quand Lucie entra. « Cet homme n'a aucune limite. Maman, il y a quelque chose que je dois te raconter. » Lucie s'assit près de sa mère et lui raconta tout. Sur Aurélien, sur Catherine, sur le secret qui était resté caché pendant des décennies. À chaque mot, le visage de René passait par différentes émotions. Surprise, incrédulité, douleur, confusion. Aurélien Beaumont est mon père, sa voix était à peine un murmure. « Oui, maman, tu es sa fille et je suis sa petite fille. Et Dubois est ton cousin et le mien aussi. » René ferma les yeux. Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur ses joues. « Ma mère ne m'a jamais rien dit, » murmura-t-elle. Chaque fois que je posais des questions sur mon père, elle changeait de sujet. Elle disait que certains secrets valait mieux ne pas les connaître. « Es-tu en colère ?» René ouvrit les yeux et regarda sa fille. « Je ne sais pas ce que je ressens. Toute ma vie, j'ai cru que j'étais la fille de personne, que mon père ne voulait tout simplement pas de moi. Et maintenant je découvre que c'est l'un des hommes les plus riches du pays qui nous a observés pendant des années sans rien dire. Il avait peur, maman, peur de ruiner la mémoire de grand-mère, peur de compliquer ta vie. Et cela le justifie, des décennies de silence pendant que nous nous battions pour survivre. » Lucie n'avait pas de réponse. Elle comprenait la rage de sa mère. Elle comprenait aussi les raisons d'Aurélien, mais comprendre ne signifiait pas accepter. « Je veux le voir », dit René soudainement. « Maintenant, avant l'aube, avant que ce monstre de Dubois n'essaie de détruire le peu qui nous reste. » Aurélien arriva à l'hôpital 1 heure plus tard. Lucie attendait devant la chambre, leur laissant de l'intimité. À travers la porte fermée, elle pouvait entendre des voix. D'abord calmes, puis plus intenses, puis des sanglots. La conversation dura près de 2 heures. Quand Aurélien sortit enfin, ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. « Comment va-t-elle » demanda Lucie. En colère, blessée, confuse, Aurélien s'appuya contre le mur. Elle a tout le droit de se sentir ainsi. Je lui ai volé l'opportunité de connaître son père. Je lui ai volé une vie qui aurait pu être différente. T'a-t-elle pardonné? Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps, mais elle a aussi dit quelque chose qui m'a donné de l'espoir. Quoi? Elle a dit que malgré tout, elle est fière de toi, de la femme que tu es devenue, et que si j'ai eu quelque chose à voir avec cela, même indirectement, alors être y a-t-il du bon au milieu de tant d'erreurs? Lucie sentit les larmes monter à ses yeux. Elle entra dans la chambre et trouva sa mère regardant par la fenêtre. « Maman !» René se retourna. Son visage montrait les traces des larmes, mais il y avait autre chose. Quelque chose que Lucie reconnaissait parce qu'elle l'avait vu souvent dans le miroir, de la détermination. « Nous allons en finir avec ça. » René dit d'une voix ferme. « Cet homme, Dubois, est mon cousin, mon propre sang. Et il a dédié sa vie à détruire des personnes innocentes, y compris nous. Maman, tu es malade, tu as besoin de te reposer. Je me reposerai quand ce sera fini. Maintenant, ma place est à tes côtés. Les médecins ne te laisseront pas sortir. Alors nous sortirons sans qu'ils nous voient. » René sourit pour la première fois depuis des jours. « Tu crois que toi seul as hérité du feu de ta grand-mère ?» L'aube trouva un groupe improbable réuni dans le bureau d'Aurélien. René, pâle et déterminé, assise dans un fauteuil avec une couverture sur les épaules. Lucie à ses côtés, lui tenant la main. Aurélien, en face d'elle avec une expression d'étonnement, en voyant la fille qu'il n'avait jamais connue affronter la bataille à ses côtés. Les investisseurs occupaient le reste de la pièce, chacun contribuant avec des ressources et des contacts. Et au centre de la table, un écran montrait la découverte qui allait tout changer. « Nous avons trouvé l'origine de l'appel mystérieux », annonça Estelle. « Vous ne croirez pas qui c'est. » L'image sur l'écran montra un visage que tous reconnurent. C'était une femme d'âge moyen aux traits étrangement familiers. « Elle s'appelle Camille Dubois », expliqua Estelle. « C'est la sœur cadette de Maximilien Dubois et apparemment, elle recueille des preuves contre son propre frère depuis des années. Dubois a une sœur ?» Lucie ne pouvait pas le croire. « Une sœur qu'il a pratiquement effacée de l'existence », murmura Aurélien, reconnaissant le visage. « Camille, la dernière fois que je l'ai vue, elle n'était qu'une adolescente. Maximilien l'a envoyée loin quand il a pris le contrôle de l'entreprise. Il a dit que c'était pour son bien, mais la vérité est qu'elle a toujours été la préférée de mes parents. Ils ne pouvaient pas le supporter. Et maintenant, elle nous aide ? Apparemment oui. Estelle, pouvez-vous la contacter ? Je l'ai déjà fait. Elle est en route. » Camille Dubois arriva 30 minutes avant la conférence de presse de Dubois. Quand elle entra dans le bureau, Lucie remarqua immédiatement la ressemblance familiale, les mêmes yeux qu'Aurélien, la même posture droite, mais là où Dubois rayonnait de cruauté, Camille émanait une profonde tristesse mêlée de résolution. « Oncle Aurélien », fut la première chose qu'elle dit. « Cela fait longtemps, trop longtemps. » Aurélien s'approcha et la serra dans ses bras. « Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté ?»« Parce que Maximilien m'a menacé, dit-elle.
Il a dit que si j'essayais un jour de me rapprocher de la famille, il détruirait tout ce que j'aimais. Camille se sépara de l'étreinte, mais je n'ai plus rien à perdre. Et quand j'ai vu ce qu'il a fait à cet enfant, j'ai su que c'était le moment d'agir. Elle regarda Lucie avec un mélange d'admiration et de douleur. « Vous êtes courageuse, plus courageuse que n'importe lequel d'entre nous. Vous avez affronté mon frère quand tous les autres regardaient ailleurs. Qu'avez-vous pour nous ?» Lucie fut directe. « La conférence de Dubois commence dans moins d'1 heure. » Camille sortit un disque dur de son sac. 23 ans de preuves, d'enregistrements, de documents, de témoignages, tout ce dont vous avez besoin pour prouver que les documents que mon frère présentera aujourd'hui sont faux. Et bien plus encore. Comment avez-vous obtenu tout cela? Parce que Maximilien ne m'a jamais considéré comme une menace. J'étais juste sa sœur faible, celle qui avait été bannie et oubliée. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que j'observais, que j'attendais, que je recueillais chaque erreur qu'il commettait. Camille connecta le disque à l'ordinateur. Les dossiers apparurent à l'écran. Voici la preuve que les documents de Sébastien Martin ont été créés il y a à peine 3 jours. Les métadonnées ne mentent pas. Et voici, elle ouvrit un autre dossier. Les enregistrements originaux des réunions où Maximilien ordonnait chaque acte de vengeance contre ses ennemis, y compris la campagne contre René Moreau. René se pencha en avant, ses yeux fixés sur l'écran. « Vous avez des enregistrements où il ordonne ma destruction ? J'ai des enregistrements de tout. Mon frère n'a jamais appris à être prudent parce qu'il n'a jamais cru que quelqu'un oserait le défier. » Camille regarda toutes les personnes présentes. « Maximilien m'a pris ma famille, mon héritage, ma vie. Aujourd'hui, je vais enfin récupérer une partie de ce que j'ai perdu. »« Quoi ?» demanda Lucie. « Ma dignité et la justice que tant de gens méritent. » La salle de conférence était bondée. Des journalistes du monde entier occupaient chaque siège disponible. Des caméras de télévision diffusaient en direct dans plus de 100 pays. Dehors, des milliers de personnes s'étaient rassemblées, beaucoup avec des pancartes disant « Justice pour Lucie et le monde nous regarde ». Maximilien Dubois entra le premier, flanqué de Sébastien Martin et d'une armée d'avocats. Son sourire arrogant dégageait l'assurance de celui qui croit avoir gagné avant même que la bataille ne commence. « Mesdames et messieurs », commença-t-il depuis le pupitre, « aujourd'hui je révélerai la vérité sur la conspiration la plus élaborée que cette ville ait jamais vue. » Il leva un dossier épais. « Ici, j'ai des documents qui prouvent que Don Aurélien Beaumont a planifié pendant des décennies de reprendre mon entreprise en utilisant une enfant comme arme médiatique. Une enfant qui s'avère être sa petite-fille illégitime, fruit d'une relation secrète avec une employée. » Les murmures remplirent la salle. Sébastien Martin, mon conseiller juridique, a été témoin de ces conspirations et est prêt à témoigner sous serment. Sébastien s'approcha du microphone, mais avant qu'il ne puisse parler, les portes de la salle s'ouvrirent en grand. Lucie entra la première. Derrière elle, René marchait d'un pas ferme malgré sa faiblesse. Aurélien la suivait aux côtés des investisseurs internationaux et fermant le groupe. Une femme qui fit perdre à Dubois toute sa couleur. Camille Dubois. Camille, la voix de Dubois trembla pour la première fois. « Que faites-vous ici ? Je suis venu dire la vérité, mon frère. La vérité que tu as tenté d'enterrer pendant 23 ans. » Camille marcha vers le pupitre avec la même autorité que son frère l'avait occupé quelques instants auparavant. « Mon nom est Camille Dubois. Je suis la sœur cadette de Maximilien Dubois, et depuis plus de 2 décennies, j'ai documenté chaque crime, chaque mensonge, chaque vie que mon frère a détruite. » Elle connecta le disque dur à l'écran principal de la salle. Ces documents que mon frère vient de montrer ont été créés il y a 3 jours. Les métadonnées numériques le confirment. Ils sont faux, fabriqués par Sébastien Martin, qui a des antécédents documentés de falsification. L'écran montra les preuves, date de création, enregistrement numérique, preuves irréfutables. Mais ce n'est pas tout, Camille continua. Voici les véritables enregistrements. Les conversations où Maximilien a ordonné de détruire René Moreau simplement parce que sa fille l'a humilié en démontrant un talent qu'il n'a jamais pu acheter. La voix de Dubois remplit la salle, claire et reconnaissable. Je veux que cette femme ne travaille plus jamais nulle part dans cette ville. Et je veux que cet enfant finisse dans le système, qu'elles apprennent ce que signifie me défier. Les journalistes explosèrent de questions. Les flashs des caméras illuminèrent la salle comme des éclairs. Dubois recula, son visage passant de l'arrogance à la panique. « C'est manipulé », cria-t-il. « C'est une conspiration. La seule conspiration ici est la tienne. » Aurélien fit un pas en avant. « Pendant des années, je t'ai observé détruire des vies pendant que je gardais le silence. Ce silence prend fin aujourd'hui. » Il regarda René, qui hocha légèrement la tête. « René Moreau est ma fille. Lucie Moreau est ma petite-fille. Et oui, pendant des décennies, j'ai gardé ce secret par lâcheté. Mais je n'ai jamais conspiré pour reprendre une entreprise. La seule chose que je voulais, c'était protéger ma famille d'un monstre que j'ai moi-même aidé à créer. » Sébastien Martin,
voyant le navire couler, prit une décision désespérée. « Je peux tout expliquer. » Il s'approcha du microphone. « Dubois m'a forcé à mentir. Il m'a menacé de me détruire si je ne coopérais pas. J'ai des preuves de ses autres crimes. Des crimes que personne ne connaît encore. »« Tais-toi !» Dubois se jeta sur son ancien allié, mais les gardes de sécurité l'arrêtèrent. À ce moment-là, des agents fédéraux entrèrent dans la salle. Maximilien Dubois, l'agent principal, parla d'une voix claire. « Vous êtes arrêté pour fraude corporative, corruption de fonctionnaires, falsification de documents et conspiration. Vous avez le droit de garder le silence. » Alors qu'on lui passait les menottes, Dubois regarda Lucie avec une haine pure. « Ce n'est pas fini, siffla-t-il. J'ai des ressources, j'ai des contacts, je reviendrai. » Lucie le regarda sans peur. « Non, monsieur Dubois, vous ne reviendrez pas car maintenant le monde sait qui vous êtes vraiment et le monde n'oublie pas. » Les mois suivants furent des mois de reconstruction. Dubois International Holdings fut entièrement enquêté. Des décennies de corruption, de pots de vin et de destruction de vie furent découvertes. Maximilien fut condamné à 25 ans de prison. Sébastien Martin, en échange de sa coopération, reçut une peine réduite, mais perdit à jamais sa licence d'avocat. Les biens confisqués à Dubois furent utilisés pour indemniser toutes les victimes de ces abus. Des dizaines de familles qui avaient été détruites comme celle de Lucie obtinrent finalement justice. Et le million d'euros que Dubois avait promis comme une blague cruelle fut ordonné par le tribunal comme compensation officielle pour Lucie Moreau. « Je ne veux pas son argent », avait dit Lucie quand on l'informa. « Alors utilise-le pour une bonne cause », suggéra Aurélien, et c'est ce qu'elle fit. La Fondation Catherine Moreau ouvrit ses portes 6 mois après le procès. Nommée en l'honneur de sa grand-mère, la Fondation se consacrait à identifier et à soutenir de jeunes talents sans ressources, des enfants avec des compétences extraordinaires, mais sans opportunité, exactement comme Lucie l'avait été. Hélène Delacroix, Omar Ben Ali et Yumi Nakamura devinrent des mécènes principaux. Camille Dubois donna sa part de l'héritage familial pour financer des bourses d'études. Et Aurélien, enfin réconcilié avec sa fille Renée, consacra ses dernières années à travailler aux côtés de sa petite fille. Renée se remit complètement de sa maladie. Les meilleurs médecins, payés avec des fonds qu'elle pouvait enfin se permettre, la traitèrent jusqu'à ce que sa santé soit plus forte que jamais. Elle travaillait maintenant comme coordinatrice de la fondation, aidant d'autres mères qui affrontaient les mêmes luttes qu'elle avait survécues. « Maman », Lucie lui demanda un après-midi alors qu'elles examinaient des demandes de bourse. « As-tu pardonné à Don Aurélien ?» Renée sourit doucement. « Le pardon n'est pas un moment, ma fille, c'est un processus. Mais chaque jour où je le vois essayer de réparer ses erreurs, chaque jour où je le vois t'aimer comme le grand-père qu'il aurait toujours dû être, ce processus avance un peu plus. Et un jour, tu l'appelleras papa ? Peut être, quand je serai prête, quand il sera prêt, quand nous aurons toutes les deux suffisamment guéri. » Le jour de l'anniversaire de Lucie, une lettre arriva de la prison. C'était de Maximilien Dubois. « Je n'attends pas votre pardon », écrivait-il d'une écriture tremblante. « Je ne le mérite pas, mais je veux que vous sachiez que chaque jour dans cet endroit, je pense au moment où vous vous êtes moqué de moi sans rire, quand vous avez démontré que le vrai pouvoir n'est pas dans l'argent ni dans les titres, mais dans la dignité. Lezebank, une dignité que j'ai perdue il y a longtemps, si tant est que je l'ai jamais eue. Votre grand-mère Catherine était extraordinaire. Maintenant, je comprends pourquoi mon oncle l'a tant aimé, et je comprends pourquoi vous êtes qui vous êtes. J'espère qu'un jour, quand vous serez adulte, vous pourrez regarder en arrière et voir que même les monstres peuvent apprendre, même s'il est trop tard. » Lucie lut la lettre 3 fois avant de la ranger. Elle ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Certaines blessures ont besoin de temps. Certaines réponses n'existent pas. Et certaines personnes doivent simplement vivre avec les conséquences de leurs décisions. Des années plus tard, Lucie Moreau devint la plus jeune traductrice à travailler pour les Nations Unies. Son histoire fut racontée dans des documentaires, des livres et des films, mais elle insistait toujours sur le fait que ce n'était pas son histoire qui était importante. « C'est l'histoire de ma mère », disait-elle dans chaque interview, qui a travaillé toute sa vie pour me donner des opportunités. « C'est l'histoire de ma grand-mère Catherine, qui m'a transmis l'amour des langues sans même me connaître. C'est l'histoire de toutes les personnes invisibles qui ont des talents extraordinaires, mais qui n'ont jamais l'occasion de les montrer. » Dans son bureau, sur le bureau, elle gardait une photo encadrée. C'était de ce jour-là, dans la salle de réunion de Dubois Holdings, une fillette avec un sac à dos scolaire, entourée de cadres qui se moquaient d'elle. Sous la photo, une plaque avec des mots que sa mère lui avait dit cette nuit-là à l'hôpital. Les mots peuvent changer le monde, et il l'avait fait, car une enfant avait prouvé que le talent n'a pas besoin de certificat, que la dignité n'a pas de prix, et que parfois les plus grands géants peuvent être abattus par les plus petites voix. Il suffit d'avoir le courage de parler et quelqu'un disposé à écouter.